Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire du CRIP organisé en partenariat avec Obsolab et Produp. Aujourd'hui, nous vous proposons d'observer la question des enjeux liés à l'obsolescence des assets informatiques et en particulier celui de notre cybersécurité. Excusez-moi. Notre cheminement sera guidé par Philippe Dorvillière, président d'Obsolab, et nous pourrons entendre les témoignages de Philippe Cerceau, DGA de Capgip, et de Philippe Trouchot, partenaire de PwC, CTO et spécialiste de la cybersécurité. Merci par avance pour vos questions dans le chat. Philippe y répondra en fin de présentation. Sachez que ce webinaire est enregistré. Vous recevrez le replay dans quelques jours. Et petit message pour les nouveaux arrivants, veuillez bien couper vos caméras et vos micros. Je laisse la parole à Philippe. Bon webinaire. Bonjour à tous, je suis effectivement Philippe Dorvillière. Je suis très content de partager ce moment avec vous. Et je vous remercie beaucoup pour ce moment que vous allez nous accorder. Je travaille depuis une trentaine d'années, un peu plus maintenant, dans la production informatique. J'ai été responsable de la production dans une banque pour toute la partie salle des marchés et infrastructure. Et depuis une douzaine d'années, les entreprises utilisent mon expertise et mon expérience sur l'évolution de la maintenance de leur infra. Alors j'ai une question, hein. Quelle est la relation entre l'hygiène du système d'information, la cybersécurité et l'obsolescence? Et puis je reprendrai les copies dans 45 minutes, je vous laisse travailler. Non, je vais participer quand même un peu. Alors, la cybersécurité, c'est devenu un sujet central de la production informatique aujourd'hui, hein. Je ne vais pas vous lister l'ensemble des piratages qu'il peut y avoir. Il y en a beaucoup. Ils font la une des journaux. C'est malheureux. Ce qui est certain, c'est que nombre de rançons sont payées. Et ça, c'est dramatique parce que, évidemment, ça va engendrer, et ça l'a déjà fait de toute façon, un vrai business du ransomware. Et même si on a un gouvernement qui est vent debout pour stopper l'hémorragie, aujourd'hui, on peut s'attendre à une recrudescence et une montée en puissance des attaques. Bien évidemment, c'est quand même plus simple, on va dire, d'aller chercher dans les codes de vieux systèmes un certain nombre de moyens de rentrer et de toucher des millions de dollars que d'aller faire autre chose. Voilà. Donc, la complexité générale et les volumes associés rendent difficile aujourd'hui le maintien en conditions de sécurité. Et c'est principalement l'explosion du volume de nombre de serveurs, nombre de middleware, nombre d'applications qui aujourd'hui provoque une différence très forte entre le temps qu'a un hacker pour lui travailler sur son sujet et nous qui avons des milliers de serveurs à faire évoluer. On est nous dans un temps long, lui dans un temps qui est plus rapide, et c'est ça qu'il va falloir faire évoluer dans les années qui viennent. Qu'est-ce qui ressort aujourd'hui des études sur les vulnérabilités critiques? Donc les vulnérabilités critiques sont des moyens avérés d'entrer sur un certain nombre de systèmes. Et donc la relation entre vulnérabilité critique et obsolescence, elle est assez simple. Le chiffre étant 80% pour certains, voire 99% pour d'autres si on prend le patching. Ce qui veut dire que rentrer aujourd'hui sur un système d'information passe quasi à 100% par une obsolescence. Voilà. Soit on passe par l'obsolescence du poste de travail, puis on chope un mot de passe, puis on va aller sur un serveur qui est obsolète, utiliser un système pour augmenter ses privilèges et puis ensuite rayonner. Soit aujourd'hui on passe par un firewall qui lui aussi peut être obsolète malheureusement, et arriver à passer via ce firewall sans que ce soit vu. C'est évidemment dramatique pour les sociétés. Et donc, je redonne le chiffre, hein, compter entre 80 et 90% comme cause l'obsolescence pour une vulnérabilité critique. C'est extrêmement important parce que ça permet de centrer le débat sur je veux sécuriser mon système, à quoi je m'attaque.
Et entre autres, attaquez-vous à la partie obsolescence parce que c'est extrêmement important. On a un certain nombre de systèmes qui sont autour de la cybersécurité, qui permettent de se défendre. Malheureusement, on voit qu'au travers de l'OPSO, les hackers ont une capacité à aller contourner ces systèmes-là parce que on va protéger la porte blindée, mais laisser la fenêtre ouverte à côté. C'est souvent l'image qui est utilisée. Malheureusement, elle est vraie, hein. On peut mettre un certain nombre de systèmes qui sont assez onéreux pour se protéger du hacking. Par contre, on laisse toute la partie fenêtre ouverte et du coup, pour eux, c'est moins compliqué. Donc, garder sa souveraineté sur le système d'information aujourd'hui, c'est avoir une hygiène du système d'information qui est puissante, qui est sur l'ensemble du système, et c'est avoir une obsolescence qui est réduite. Alors qu'aujourd'hui, on voit une obsolescence qui grandit plus qu'une obsolescence qui régresse. Je parle assez vite parce qu'on n'a que 45 minutes et on va faire à la fois 2 vidéos et puis une démonstration de ce qu'on peut offrir autour de ça. On va avoir 2 cadeaux. Le premier, c'est Philippe Cerceau, qui est directeur général adjoint de CAGIP, CAGIP étant en charge de l'ensemble des infrastructures informatiques du groupe Crédit Agricole, et qui est aussi président du CRIP. Et on va avoir Philippe Trouchot qui va nous parler, ces 2 vidéos de 5 minutes. On va avoir Philippe Trouchot qui est le DSI de PricewaterhouseCoopers et qui est aussi le porteur de l'offre cybersécurité. Alors, juste une petite manie et si tout va bien, je lance les vidéos. Bonjour Philippe. Alors, dans quelles circonstances précises as-tu mesuré réellement l'incidence de l'obsolescence sur la fiabilité du SI et de sa sécurité? Alors, je dirais qu'il y a eu 2 époques. Traditionnellement, depuis de nombreuses années, on avait cette problématique à gérer, mais plutôt sous un angle pure qualité de service, risque opérationnel. La crainte de la fin du support et de ne plus pouvoir intervenir sur un SI. Mais c'était dans quelque chose qui était assez cadré. On avait des durées de vie plutôt sur le long terme annoncées, de fin de vie de logiciels. Il y avait des capacités de support étendues. Enfin bon, voilà. Donc c'était une analyse sur le risque opérationnel. Très clairement, les choses ont basculé il y a à peu près 2-3 ans de ça, avec 2 facteurs exogènes importants. Premièrement, c'est la rotation accélérée des cycles technologiques. On ne pouvait plus se dire j'ai une vision à 5 ans et donc j'ai planifié les choses. On voit bien que ça accélère énormément. Et puis, le facteur cybercriminalité. Le facteur risque lié à la menace cyber a explosé. Enfin, les attaques cyber ont été multipliées par 4 sur les 18 derniers mois, quelque chose comme ça. Et quand on regarde les failles utilisées pour pénétrer sur un système, 80% de ces failles, ce sont des obsolescences non gérées. Donc très clairement, le risque opérationnel précédent existe, mais le risque économique lié à une attaque cyber est devenu juste monstrueux et ça a vraiment changé le paradigme. Alors si tu avais un seul conseil à donner à ton meilleur ami qui se trouve être DSI ou CEO d'une organisation aujourd'hui en matière d'obsolescence, quel serait ce conseil? Le conseil, c'est de montrer ce qui fait mal. Très clairement, c'est ne pas parler des obsolescences en termes de coûts, d'investissement, des ressources sachantes pour traiter quelque chose qui semble à peu de valeur ajoutée. Et c'est juste de montrer qu'est-ce qui se passe sur le marché aujourd'hui quand une entreprise est victime d'une attaque cyber. Je veux dire, l'entreprise est à l'arrêt. Et on a des exemples par dizaines, chaque mois, au niveau mondial, d'entreprises qui s'arrêtent. Et la durée moyenne de l'arrêt économique d'une entreprise, c'est 3 à 7 semaines. Wow. 0. Et c'est pas comme avec le confinement où toutes les entreprises s'arrêtent. C'est vous arrêtez, les concurrents avancent. Donc voilà, c'est ça l'impact aujourd'hui. D'autre part, c'est mettre en avant aussi le coût de l'obsolescence. Parce qu'on pourrait dire, c'est justement, ça ne coûte plus rien. Mais si, le coût du support étendu existe. Et le coût du risque opérationnel existe. Donc c'est changer notre vue technicienne,
encore une fois, pour se rapprocher du métier et de la réalité économique. Sur quelle dimension tu pressens, en l'état du point où vous êtes arrivé chez Cagip, que vous allez devoir forcer le pas en matière d'obsolescence dans les années à venir? Alors forcer le pas, je pense que ce discours, on a commencé à le tenir depuis plus d'1 an et qu'il infuse réellement. Il infuse réellement dans les décisionnaires qui sont en face de nous. Le risque est intégré, la volonté de bouger, la volonté d'accompagner les ressources techniques existe réellement. En revanche, on voit bien, en fonction de notre taille aujourd'hui, si on veut tenir le rythme de la résolution dans un temps raisonnable d'une faille de sécurité, dans la systématisation de l'application du patch management sur des milliers d'assets, on ne peut plus rester dans un mode de fonctionnement comme précédemment. Il va falloir changer les modes de fonctionnement, il va falloir rendre indépendantes les applications des infrastructures de façon à pouvoir faire ces opérations sans arrêter le métier. Sinon, on arrête en permanence les choses pour mettre à jour et redémarrer. Et ça va être, je pense, un des éléments de rupture importants dans la manière de concevoir notre métier dans les mois et les années à venir. Et maintenant, Philippe, alors dans ce que dit Philippe Cerceau, on voit bien la notion d'éléments en rupture. C'est-à-dire que la vision qu'on avait avant de l'Obso va pas être tout à fait la même dans les années qui viennent. Là, c'est Philippe Trouchot. Ces dernières années, toutes les entreprises ont beaucoup investi dans leur digitalisation, ce qui a conduit à beaucoup moderniser leurs infrastructures techniques. Alors notamment, actuellement, on parle beaucoup du cloud, mais on a dû aussi conserver les anciens systèmes dans beaucoup de cas, et ces anciens systèmes, ils sont exploités, comme tous les autres d'ailleurs, par des ordinateurs, des systèmes d'exploitation, mais la priorité a rarement été donnée au fait de gérer leur obsolescence et notamment de mettre à jour leur système d'exploitation. Donc, lorsqu'on regarde le périmètre d'ensemble d'une infrastructure d'une entreprise, on s'aperçoit très souvent que ces systèmes qui ont leur utilité, sinon on ne les aurait pas conservés, ils sont utilisés avec des systèmes parfois très obsolètes. Windows 98, pour ne pas le citer, qui date de l'année 1998, on en trouve encore beaucoup dans les entreprises. Donc voilà, ces sujets, même si on a beaucoup modernisé les infrastructures, on a été dans l'obligation dans beaucoup d'entreprises de garder des anciens systèmes et la priorité n'a pas été donnée, et on peut comprendre d'ailleurs à leur mise à jour. Donc on constate beaucoup d'obsolescence technologique, que ce soit dans les systèmes de gestion traditionnels ou notamment aussi dans les systèmes industriels. Les principales raisons qui peuvent conduire à minimiser les conséquences de l'obsolescence technique, c'est que c'est un investissement qui n'est pas très productif pour les métiers ou le cœur d'activité d'une entreprise. C'est de l'hygiène, en fait, au même titre que finalement, c'est plutôt bien d'aller chez le dentiste une fois par an. C'est pas forcément quelque chose auquel on pense en priorité. Je pense que c'est parfois aussi simple que ça. Et puis, surtout, c'est souvent une variable d'ajustement dans les budgets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conséquences immédiates quand on ne met pas à jour un système ou quand on ne remplace pas les matériels obsolètes. Et donc, ça fait souvent l'objet d'arbitrage négatif, c'est-à-dire on décide de reporter ça de 6 mois à 1 an. Le problème, c'est qu'encore une fois, quand ensuite on va venir regarder l'ensemble d'une infrastructure, on va s'apercevoir que l'obsolescence, elle a des coûts induits et surtout, elle pèse beaucoup. On aura l'occasion de développer ça sur la sécurité de l'ensemble. Le premier conseil que je pourrais donner sur le sujet, c'est d'abord d'être capable de communiquer sur les risques que l'on prend quand on ne met pas à jour les systèmes, quand on ne remplace pas les systèmes obsolètes. Pour ça, une simple statistique, 99,9% des attaques cyber sont réussies simplement parce qu'elles utilisent le fait que les systèmes ou les matériels sont obsolètes, c'est-à-dire totalement perméables. Donc finalement, avoir des systèmes obsolètes,
Pour prendre une image, c'est comme si on laisse la porte ouverte de sa maison ou de son appartement. Ça laisse une grande facilité aux attaquants et aux gens veillant à l'intérieur de l'entreprise de pouvoir rentrer sur ces systèmes. Donc vraiment, je pense que c'est important quand on rend des arbitrages sur ces sujets, d'être capable de clarifier les risques que l'on prend en ne mettant pas à jour ces systèmes. Et comme on l'a dit, ces risques-là, en réalité, ils sont importants parce que c'est ça qui nourrit en grande partie la cyberdélinquance, qui a une très bonne capacité à rentrer dans les systèmes simplement parce qu'on ne les a pas mis à jour et que donc les failles sont connues et publiques. L'essence la plus compliquée à traiter et celle qui apparaît comme étant de plus en plus cliente dans beaucoup d'entreprises, c'est notamment celle qui touche tous les systèmes industriels. Parce que les systèmes industriels, ils embarquent des matériels et surtout des systèmes d'exploitation que l'on ne voit pas spontanément et qui sont rarement adressés dans les inventaires informatiques. Donc dans une usine, il y a plein de robots avec des systèmes d'exploitation différents. Et ceux-là, ils sont dans un périmètre non défini en fait pour tout ce qui concerne leur mise à jour ou leur renouvellement. Donc ça, c'est le premier axe historique, c'est l'obsolescence d'un système embarqué qui n'a pas dans le cœur d'activité d'une direction informatique. Et à l'avenir, c'est aussi tous les problèmes d'obsolescence qu'on aura avec le edge computing ou les objets connectés, les fameux OT, qui d'ailleurs ne sont pas forcément la pleine propriété de l'entreprise. Et cela, il y a beaucoup de gouvernance, me semble-t-il, à mettre en place pour pouvoir gérer leur obsolescence. Voilà, donc on a deux fonctions dans l'informatique, des gens que je remercie encore parce qu'ils ont fait cette interview uniquement pour ce webinaire. Donc Philippe Trouchot, lui, parle de 99.9, ce qui est incroyable, c'est-à-dire que l'ensemble des vulnérabilités critiques aujourd'hui sont liées à des problématiques d'obsolescence, et j'ai tendance à le croire. Nos études, nous, sont entre 80 et 90%. Donc Philippe Cerceau parle, lui, de quelque chose en rupture, c'est-à-dire que ce qu'on faisait avant, maintenant, on va devoir réfléchir un peu différemment. Et on voit bien que la place de la cybersécurité va et viendra conditionner en fait toutes les stratégies d'urbanisation, et que la gestion de l'obso va être à tous les niveaux en fait de l'informatique, et que pour réussir ce changement, en fait, on va devoir réussir quelque chose en amont, qui est l'alignement entre la direction générale, la DSI et l'expertise à l'intérieur des fonctions informatiques et les utilisateurs, pour que l'hygiène du système d'information soit aujourd'hui au bon niveau, enfin, vienne au bon niveau. Alors on a pensé à un moment que le cloud allait nous aider, voire nous sauver. C'est une solution qui ne remplit pas 100% et qui ne résout pas 100% de la problématique, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'obsolescence, on a beaucoup parlé des operating systems, mais en fait, on est à égalité sur les vulnérabilités entre les operating systems et les middleware bases de données. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avoir un OS qui est obsolète, ou avoir un PHP qui est obsolète, ou un Apache ou un Tomcat, ou un .NET, vous allez être au même niveau d'obsolescence. C'est extrêmement important. L'OS, par exemple, changer l'OS et pas le middleware alors que vous êtes en pleine phase de traitement d'obsolescence est quelque part un non-sens, parce qu'ils pourront rentrer par le middleware. C'est donc un traitement complet qu'il faut faire sur la machine, et traiter l'OS et traiter les middleware. Alors, on est face à deux enjeux. Reprendre la main sur l'obso et ne pas rester dans l'illusion que ça va le faire, il va se passer quelque chose, une nouvelle technologie, quelqu'un viendra nous sauver, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas faire évoluer les systèmes comme on aimerait le faire, avec un temps qui correspond à un temps de hacker. Aujourd'hui on ne sait pas le faire, mais pour commencer à travailler efficacement sur la gestion de l'obsolescence, la première marche à gravir, c'est d'avoir une vision claire et lucide de la situation. Et ça, c'est notre métier. Notre métier, au travers d'Obsolab, c'est de vous donner une vision claire, limpide de la situation dans laquelle est l'entreprise, le système d'information de l'entreprise, et dans quelle situation il sera dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, puisqu'on a une chance extraordinaire, c'est que les fins de vie sont annoncées quand même assez tôt par les fournisseurs et les éditeurs.
Et donc, on est en capacité de simuler ce qui va se passer. C'est pas simple, mais on est capable de le faire. Ensuite, il y a un deuxième enjeu, c'est de mettre en place un processus récurrent qui va garantir l'hygiène du système d'information, incluant et en alignant l'ensemble des fonctions informatiques de la DSI. Là encore, Opsolab s'est concentré sur le fait de manager, sous forme de service manager, ce processus pour que les équipes que vous managez soient sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est pas de faire des graphiques, ce n'est pas d'aller chercher l'info, ce n'est pas à se torturer sur des milliers de lignes, voire dizaines de milliers de lignes dans les tableaux Excel. C'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette situation, qu'est-ce qu'on propose à nos managers pour aller plus loin. Chez Opsolab, on prend la partie traitement des données, etc. Je reviendrai là-dessus. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Ce qui est difficile aujourd'hui dans la gestion de l'obsolescence, c'est, un des freins en tout cas, c'est l'anticipation. En fait, le renouvellement aujourd'hui d'un OS dans une entreprise, c'est entre 2 et 3 ans. Si on inclut la phase budgétaire, on est obligatoirement quasi à 3 ans. Ça veut dire que 3 ans avant la fin d'un Windows 2008, vous allez obligatoirement lancer un projet de décommissionnement de l'ensemble de ces serveurs. Et c'est un projet complexe qui demande un alignement complet de la DSI. Il faut donc l'avoir 3 ans avant, mis dans un IT plan, avoir communiqué, avoir budgété pour pouvoir le dérouler et terminer au bon moment. Pour Windows 2008, il y avait 2 options. Soit les entreprises payaient à Microsoft une extension de support, soit ils prenaient le risque de ne pas avoir un certain nombre de patching ou d'évolutions. Alors c'est valable pour toutes les technologies. La deuxième difficulté, donc la première c'est anticiper, la deuxième difficulté c'est corréler l'ensemble des informations. Aujourd'hui on aimerait avoir des CMDB qui soient complètement à jour avec les fins de vie de tout le matériel et des logiciels, par quoi on remplace les roadmaps techniques. Alors force est de constater que c'est très compliqué à mettre en place. Très compliqué à mettre en place parce que c'est un travail difficile. 2 options pour remplir les CMDB, soit on le fait en automatique, et là on se retrouve des fois avec 800 lignes pour un serveur, 800 lignes d'information, soit le faire à la main, et là on se retrouve avec des fois Windows écrit avec 3W, 2N, parce que c'est compliqué d'aller saisir plein d'informations. Et donc c'est extrêmement compliqué. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté de l'humain là-dedans, c'est-à-dire qu'on récupère l'ensemble des informations telles qu'elles sont, et on va traiter l'information au niveau qualité pour avoir une base d'information qui est dédiée à l'obsolescence, qui n'est pas une CMDB, ce n'est pas notre ambition, mais on va prendre votre information, mettre de l'assurance qualité dessus et créer quelque chose qui est cohérent pour travailler sur l'obsolescence. Voilà, donc on répond il faut répondre à 2 choses, avoir de l'information corrélée et avoir le temps, avoir une anticipation, donc avoir une projection assez loin pour pouvoir dire ce qu'on va faire. Évidemment, c'est des sujets qui sont complexes. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, chez Opsolab? D'abord, on collecte, je viens de vous en parler, on collecte l'information dans les CMDB, mais pas que. On peut les prendre n'importe où, on peut prendre tout type d'information. On n'a pas de problème, puisqu'on va recréer quelque chose de propre avec des humains, puis ensuite avec de l'algorithmie, pour avoir une vision limpide et lucide, comme je disais tout à l'heure, sur l'obsolescence. Ensuite, on maintient un référentiel des fins de vie dans lequel on a entre 5 et 6 000 types d'assets avec leur fin de vie. C'est ceux que vous utilisez principalement dans vos systèmes d'information, qui couvrent du réseau jusqu'au middleware, en passant par la téléphonie, les caméras Wi-Fi et les systèmes de visio, par exemple. Parce que là-dedans, on retrouve un certain nombre d'OS qui peuvent être assez problématiques, comme le disait Philippe Trouchot tout à l'heure. Donc, on se charge de faire la corrélation entre vos informations et les fins de vie. Et ça, c'est un travail que vos collaborateurs aujourd'hui n'ont plus envie de faire parce que c'est extrêmement chronophage. Confiez ça à un PMO, confiez ça à quelqu'un entre 5 et 600 € la journée, 1 an de travail pour quelque chose qui est one-shot, qu'on ne va peut-être pas réutiliser dans un fichier Excel. En fait, on veut sortir de ça avec Opsolab et vous proposer quelque chose qui est récurrent,
qui, en permanence, vous donne votre niveau d'obsolescence sur les années qui viennent. Mais pas que. Parce que si on se limitait à vous donner simplement cette information, en fait, on vous aiderait, mais qu'à 50%. Et donc, on aide les sociétés aussi dans l'outil à simuler ce qui va se passer si vous mettez un certain nombre de projets, ce qu'on appelle l'IT plan, un certain nombre de projets en place qui vont agir sur l'obsolescence. Et c'est ça qui est important, c'est que nous calculons et nous simulons votre effort au niveau financier et au niveau de l'impact sur votre obsolescence. Donc dire, et c'est là où l'alignement est extrêmement important, dire de la DG au DSI, au sachant, voilà, on va dépenser tant sur les années qui viennent et l'impact sur la courbe d'obsolescence sera comme ça, c'est le bon moyen d'obtenir les budgets. Parce qu'aujourd'hui, je vois des budgets qui sont, on verra, c'est-à-dire on va prendre tant de millions, on va traiter l'obso et puis on verra bien, parce que c'est complexe à mettre en place. Donc, on insère les projets avec vous dans l'outil de simulation et on est capable de dire en permanence, voilà, en dépensant tant, en ayant tel moyen, l'impact sur la courbe de l'obso sera comme ça. On a dédié, alors c'est important parce que communiquer des chiffres sur l'obsolescence, c'est toujours compliqué. C'est compliqué d'abord parce qu'on n'annonce pas que des bonnes nouvelles. Donc il faut être extrêmement précis et savoir répondre aux questions. Et il faut ne pas noyer un DSI, une direction générale, dans tout un tas d'informations, mais il faut arriver à rendre simple à comprendre quelque chose qui est extrêmement complexe. Donc on a travaillé sur des reportings qui sont des graphes qui sont dédiés à la problématique de l'obsolescence. Ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que c'est un système, un service manager qui ne fait que de l'obsolescence et qui a designé tout son système pour faire que de l'obsolescence. Voilà, je vous ai dit beaucoup de choses. Je vais terminer par, avant de vous faire une démonstration, je vais terminer par quelques anecdotes. La première, c'est que dans une autre vie, je suis pilote d'avion et d'hélicoptère. Et il y a un point il y a eu un crash quelques années, enfin, même quelques dizaines d'années. L'origine, c'est une LED, hein, une diode qui clignotait pour dire qu'il y avait une alarme. Et en fait, tout le monde s'est concentré sur ce sujet-là. C'est-à-dire, il y avait 5 personnes à bord, dont un mécano. Et l'idée, c'est pourquoi ce truc clignote, qu'est-ce que ça veut nous dire? L'avion volait parfaitement. Et pourtant, ils sont tous morts. Alors en fait, ils sont tous morts parce que, et ça c'est on l'apprend dans les facteurs humains, l'esprit, à un moment, a la faculté d'aller se concentrer sur un sujet et occulter tout le reste. C'est souvent ce que je vois dans les entreprises, c'est que on se concentre sur j'ai pas les données, comment je vais faire ci, j'ai pas toutes les fins de vie, etc., etc. On se concentre sur le reporting, en fait. On se concentre sur le fichier Excel avec quel graphique on va faire dans Power BI. Mais le fond du sujet, tout le temps qu'on perd à faire ça, l'obsolescence continue, les hackers continuent à regarder comment ils vont faire, et donc le sujet n'est pas la diode, le sujet est de piloter l'avion. Ils sont morts parce qu'ils ont arrêté de piloter l'avion pour se concentrer sur un truc qui clignotait par erreur. Par erreur. L'important, c'est de piloter. Et on dit autre chose dans le monde de l'aviation, c'est qu'il faut être devant l'avion. Le cycle de décision d'un pilote, c'est environ 20 secondes, c'est-à-dire que toutes les 20 secondes, il prend une décision plus ou moins importante. Hein. Ça peut être bénin, mais enfin, environ toutes les 20 secondes, il prend une décision. Et notre boulot, c'est d'arriver à se projeter devant l'avion sur sa trajectoire pour anticiper tout ce qui pourrait arriver en termes de trajectoire ou en termes de panne ou en termes d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est pour préparer l'esprit à se dire, et s'il arrivait quelque chose que je n'ai pas anticipé, j'aurai de la bande passante intellectuelle pour le gérer. C'est pareil avec l'obsolescence. Il faut se préparer à tout ce qu'on sait, puisque les fins de vie sont quelque chose que l'on connaît, pour se laisser un peu de bande passante intellectuelle autour du sujet, des sujets qu'on ne maîtriserait pas, qui pourraient arriver. Voilà. Donc c'est important de regarder comme ça le positionnement de la gestion de l'obsolescence dans les processus récurrents aujourd'hui.
Alors, si j'avais un ami DSI là, qui me disait « mais combien ça coûte tout ça, comment on va faire ?» Je n'ai pas la réponse, évidemment, de combien ça coûte dans telle entreprise. Mais je sais que ça coûte toujours moins cher qu'une entreprise qui est hackée, qui est arrêtée pendant plusieurs semaines, parce que ça a été le cas. J'ai eu des entreprises dans lesquelles on m'a demandé d'intervenir où tout était à l'arrêt, tout le système, où en une nuit, une boîte qui avait mis 100 ans à se créer était en fait complètement arrêtée et dépendante d'un groupe de voyous qui détenaient l'ensemble de ces informations. C'est donc le coût de mise en place d'un processus de gestion de l'OPSO est toujours moins cher que de voir une entreprise arrêtée. On commence à être mandaté pour faire des études sur est-ce que le système d'information, l'hygiène du système d'information de la société que je rachète est aujourd'hui au bon niveau ou est-ce que je vais devoir investir? C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le système d'information dans le cadre d'une fusion-acquisition a une valeur, mais pas que le système d'information, son hygiène aussi. Si je dois remplacer 80% des systèmes, la société n'a pas la même valeur d'achat qu'une société où le système d'information a des processus d'hygiène qui sont au bon niveau. Enfin, une chose importante, à un moment, c'est reprendre la main sur le pilotage des négociations. Si vous avez, dans l'hygiène du système d'information, une vision pluriannuelle de ce qui va arriver, vous anticipez et vous anticipez aussi les renégociations. C'est mieux que de voir un grand fournisseur frapper à votre porte en vous expliquant que vos baies sont dans 6 mois à l'arrêt, ou pas à l'arrêt, mais en tout cas ne sont plus, n'ont plus rien. Et à ce moment-là, c'est eux qui vont faire le prix. Donc, l'idée, c'est d'intégrer, vous, dans vos démarches, le fait de pouvoir gérer ces choses-là. Voilà. Je vous ai dit beaucoup de choses, je vois quelques questions passer. J'y répondrai à la fin. On va faire une petite démo de ce que ça peut donner. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Ah oui, une dernière anecdote. Il y a quelques années, je regardais pour installer Opsolab chez un prospect qui m'a dit, bah non, mais de toute façon, on a supprimé tous les programmes d'obsolescence du budget parce que c'est pas une priorité. Ok, c'est une stratégie, hein, comme une autre. Et puis, j'y suis retourné 3 ans plus tard pour une autre mission et j'ai eu l'occasion d'échanger avec la DSI de cette société sur une problématique d'obsolescence sur un système extrêmement critique même pour la France hein, en tant que souveraineté. Et on atteignait 80% d'obsolescence aujourd'hui pour 100% d'obsolescence à 2 ans. Évidemment, quand on a remonté ça c'est pas plaisir. Mais la première question qui a été posée, après les questions du style comment on va faire pour ne pas le faire, une fois que l'acceptation du fait qu'il fallait faire quelque chose a été acceptée, a été réalisée, ben en fait, on a une personne avec beaucoup de pouvoir qui demande qui le savait. C'est évidemment le mauvais questionnement hein, quand on est dans une situation comme ça, mais si on revient sur le coût que ça peut être aussi à un moment, le fait de ne pas gérer ces situations-là, des coûts qui peuvent être chauds pour la place des gens qui, à un moment, doivent alerter. Voilà. Donc, on va passer rapidement sur la démo. Il est 35. On est dans les temps. Je partage mon écran. Ça devrait être bon. Là, je vais vous montrer assez rapidement, en fait, ce que compose notre offre, sachant que là, on est sur la partie visuelle, mais que notre offre est un service managé, c'est-à-dire que l'important, c'est que vos équipes, pour arriver à ce résultat-là, ont été sollicitées le minimum. Aujourd'hui, elles n'ont pas le temps de traiter les fins de vie, le rapprochement avec les CMDB, vérifier que l'information est correcte, traiter des cartographies, etc., etc. Elles n'ont pas le temps.
Embaucher des gens pour faire ça, c'est complexe et puis ça coûte extrêmement cher pour un résultat qui est one shot. Donc là, ce que vous voyez, c'est le résultat, quelque part, de notre démarche sans avoir pollué le temps de vos collaborateurs. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur cette base de démonstration? En fait, on a aujourd'hui 2000 assets qui sont obsolètes, soit 40% à gauche, je suis à gauche dans les traits bleus, soit 40% du système d'information, en tout cas de ce qui compose le système d'information en dehors des applications, est aujourd'hui obsolète. Et l'arc que vous voyez en dessous, il indique en fait que sur les 150 modèles qui composent ce système d'information, en tout cas les assets de ce système d'information, 70 sont obsolètes. Ça, c'est extrêmement important comme information parce que ça veut dire que la moitié de ce qui compose aujourd'hui le système d'information est obsolète. Et puis, on va passer sur le jaune. Et l'important dans l'outil, je parle toujours d'anticipation, c'est le mot qui reviendra tout le temps. Ici, on anticipe en sachant que l'année prochaine, on sera à 45. Et puis, en 2024, on sera à 67. Et on voit que cette progression, non seulement c'est 67, mais en plus, on a les 2/3 des systèmes qui seront obsolètes. On a simplifié à l'extrême. Évidemment, pour arriver à ces 4 courbes, on a passé beaucoup de temps. On a mis en place tout un tas de fonctions, d'algorithmes pour que ce soit possible, parce que ça demande, au niveau qualité des données, beaucoup de choses à faire. En dessous, vous avez avec l'impact de l'IT plan. Et c'est là où c'est, je pense, un processus intéressant à mettre en place, c'est que en déclarant les projets à l'intérieur de notre système, vous allez pouvoir montrer l'impact de votre stratégie, de la stratégie de la DSI à une direction générale en disant, voilà, aujourd'hui on est là, on va éviter le 100% d'obsolescence à 4 ans et on va déclarer un certain nombre de projets qui vont coûter tant et qui vont nous permettre de faire baisser, on le voit ici, de 40 à 36% cette année, puis de 45 à 22, etc. etc. En fait, c'est voilà comment je vais me battre pour arriver à supprimer cette problématique d'obsolescence. Voilà le temps que ça va prendre et voilà combien ça va coûter. Ici, c'est une autre représentation du sujet, soit en assets, soit en pourcentage, et qui dit on a en bleu ce qui va arriver. Et en gros, à 2028, on frisera les 100% d'obsolescence. Et la courbe rouge, c'est voilà ce qui va se passer en appliquant les projets qu'on a mis dans la base de données. Donc c'est une autre représentation en fait de l'impact de votre stratégie sur l'obsolescence. On va pouvoir ici avoir un certain nombre d'informations. Alors, sur une base qui n'est pas une base de démo, ici, vous n'auriez pas 4 informations, mais plutôt une vingtaine. Et on va pouvoir regarder dans le temps ce qui va se passer. Ça permet de descendre à des niveaux moins macro. Et donc là, on voit que par exemple, sur les hyperviseurs, aujourd'hui, on est à 20% d'obsolescence. On sera dans 3 ans à 100% d'obsolescence. C'est important de pouvoir dire par type de technologie, voilà où j'en suis, pour pouvoir répartir la charge, évidemment, de résolution. Ici, vous avez la même information, mais en appliquant votre IT plan, donc en disant, ben voilà, comment mon radar va s'éclater dans le temps si j'applique les projets que je déclare dans l'outil. Et ensuite, vous aurez une analyse de risque sous forme de 3 types d'items. Est-ce que j'ai un risque financier? Ça, le risque financier, c'est j'ai oublié de payer un fournisseur sur le nombre de licences, par exemple. Et ça peut arriver et ça peut être extrêmement... alors, ce n'est pas de l'obso, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant de le mettre à ce niveau-là. Ensuite, les risques sur les opérations. Parce que avec l'obsolescence, Philippe Cerceau le disait bien, vous avez 2 types de problématiques. Le risque de l'opération, la panne. Vous n'avez plus de support, ça tombe en panne. On sait que c'est un sujet qui est perçu différemment en fonction des entreprises. Le risque de sécurité, et celui-là, il commence à être aligné sur toutes les entreprises, histoire de ne pas se faire percer. Et on a ici une cartographie en fait, des risques en disant j'ai tant de risques dont l'occurrence est assez forte et dont l'impact serait terrible. Évidemment, je ne descends pas là parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a tout le détail des risques. Ici, vous avez un planisphère qui va vous donner en fait data center par data center ou continent par continent, comment
va se propager votre obsolescence. Donc, en gros, aujourd'hui, on voit que sur la France, on en a beaucoup. On va regarder sur les 3 ans qui viennent, on voit que la progression sur la France est assez forte, puisqu'on continue à avoir un cercle qui s'agrandit. On voit qu'en Allemagne, il y en a moins, en Italie, il y en a moins, et à New York, on en a pas mal aussi. Pourquoi faire ça? Parce que ça donne une vision mondiale de la situation et ça met tout le monde sur un alignement. C'est-à-dire que toutes les régions, dans le cadre des sociétés qui sont multi-pays, vont pouvoir avoir une vision partagée de la situation. C'est-à-dire pas la peine d'avoir la France qui est extrêmement protégée pour avoir New York qui ne l'est pas, ou dans le cadre de clients qui ont beaucoup d'usines, on a la capacité à montrer que certaines usines ont des taux d'obsolescence qui sont énormes. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, c'est une autre forme d'information. Et puis là, je ne vais pas descendre dans le détail, mais vous avez des radars qui vous donnent la progression domaine technique par domaine technique de l'obsolescence. Donc ça, c'est le premier moyen de reporting. Il est 42, il me reste 3 minutes, ça va être très court. Vous pouvez avoir exactement le même type d'information, sauf que là, on va attaquer par les projets. Et donc, on va regarder quels sont les projets qui vont permettre d'avoir cette courbe rouge qui descend là, qui dit en tout cas à la DSI, à la direction générale, nous travaillons pour faire baisser cette obsolescence. Voilà combien ça va coûter en termes de coûts. Voilà combien ça va coûter en termes d'investissement hardware. Voilà combien on va retirer d'assets obsolètes, etc., etc. Et donc, vous pouvez naviguer dans ces reportings pour avoir une vision en fait consolidée de l'ensemble du plan d'action. Je vais aller assez vite. Je vais vous montrer ici sur les assets comment ça se passe. Donc, c'est une base de démonstration, mais en gros, je vais prendre les OS. Et ici, je veux savoir dans mon monde Windows ce qui se passe. Et en fait, je sais que mon monde Windows, c'est 3048 assets. On pourrait descendre à Windows 2008, etc. On ne va pas le faire là. Je peux déclarer un certain nombre de risques sur cette cellule. Je peux avoir une vision sous forme de bubble et qui me dit qu'aujourd'hui, évidemment, 2008 est obsolète et que ça sera autour de 2012 à partir de cette date-là. Ça me donne aussi la répartition de mon obsolescence par mes types d'assets et ça me permet même de dire je vais descendre, là, je veux avoir ces types d'assets et je veux savoir quelles sont les applications qui sont par exemple concernées par ce type d'assets. Donc ça permet, ici on voit qu'on descend sur un niveau de détail qui est plus important parce que ce sont des écrans qui sont plus orientés vers les gens qui gèrent les infrastructures, soit des experts, soit des patrons de prod pour voir où ils en sont, soit des gens qui sont en charge de ce type de processus. Il me reste 1 minute pour vous montrer la même chose, mais d'un point de vue applicatif ce coup-ci. C'est-à-dire que je veux savoir dans les applications d'OGIS, l'application UAN. L'application UAN est impactée aujourd'hui à 148 assets déclarés, que 50% de ces assets aujourd'hui sont obsolètes et que cette application tournera dans 3 ans sur un système à 80% obsolète. Ensuite, on peut rentrer dans le détail de tout ce qui est obsolète pour cette application ou pour le groupe d'applications avec des reportings qui sont soit des reportings PDF, soit des reportings CSV si on veut descendre encore plus bas dans le détail. Ça, ce qui est extrêmement important là-dedans, c'est que je vous ai montré 2 écrans. 3 écrans. Une direction qui a des reportings simples, des experts qui peuvent travailler la stratégie en allant plus bas dans les couches, et des MOE, éventuellement des MOA, qui peuvent avoir une prise de conscience en voyant assez facilement, parce que là j'ai cliqué en 2 clics, en voyant le niveau d'obsolescence des systèmes qu'ils utilisent. Ça, c'est pour aligner les développeurs, les MOE et les MOA, avec les gens qui gèrent les infrastructures, parce qu'aujourd'hui, ce rapprochement n'est pas encore complètement réalisé dans les entreprises, et pourtant, c'est la somme de la compétence de ces 2 entités, production, développement, qui fera qu'on va sortir des problématiques d'obsolescence. Et un dernier écran, et j'en ai fini. Ici, on a déclaré une organisation totalement bidon, mais l'idée, c'est que vous pouvez déclarer
l'ensemble, et c'est nous qui le faisons d'ailleurs, l'ensemble des gens qui participent au traitement de l'obsolescence ou au traitement de la sécurité en général, hein, parce qu'on peut déclarer les deux. On va déclarer les projets à l'intérieur. Les projets, le simulateur va nous dire ensuite, en termes de ressources humaines, ce que ça va faire, en termes d'investissement, en termes de package externe, c'est-à-dire les forfaits, en termes de nombre de personnes au développement, et le coût si on délai. Ça, en gros, c'est le coût, si vous prenez Windows 2008 et que vous dites je le traiterai dans 3 ans, ben, le coût du non-traitement de 2008 s'étend, et donc on est capable de dire voilà combien coûte le fait de ne pas traiter l'obso aujourd'hui en termes de support attendu, par exemple. Voilà, c'est ici juste un point important sur un projet. Un projet, il a un niveau de vie, c'est-à-dire qu'au début, il est en étude initiale. Vous allez pouvoir le passer en étude et affecter des jours, et puis vous allez pouvoir le déclarer à l'IT plan. Et ça veut dire qu'à l'IT plan, vous pouvez communiquer sur l'ensemble de votre plan d'action sur plusieurs années à partir du moment où le projet est à l'IT plan. Normalement, il sera au budget, par exemple, de 2023, parce que vous l'avez décrété longtemps en amont. Et le maître mot, c'est toujours l'anticipation, parce que débattre du fait de traiter Windows 2008 6 mois avant la fin, en plein exercice budgétaire, n'est pas le bon moment, le bon temps pour pouvoir le faire. Il faut le faire bien en amont. Voilà, je vous ai dit plein de choses. Vous voyez ici, en fait, qu'on va accrocher un certain nombre d'assets à un projet. Et c'est comme ça que Obsolab vous permet d'avoir à la fois une vision claire de la situation et vous permet de montrer comment la DSI, globalement, va répondre à cette problématique, à la fois sur le plan des hommes, sur le plan des sous et sur le plan de la stratégie. Et j'ai fini. Merci beaucoup Philippe pour ta présentation. Je vais laisser nos participants poser leurs questions dans le chat. De mon côté, j'en ai reçu quelques-unes. Est-il raisonnable de croire que nous puissions simultanément nettoyer toutes ces brèches et répondre aux enjeux d'adaptation de nos SI à très très grande vitesse? Oui, enfin, la question c'est oui, oui. D'abord, il faut le faire. C'est envisageable de le faire. Si on a un changement de paradigme, un changement d'alignement, c'est-à-dire ce que je disais, c'est que la force de toute la partie développement dans le système d'information et toute la partie gestion des infrastructures doit se cumuler pour faire 3. C'est-à-dire qu'en gros, c'est cet alignement qui va permettre d'avancer plus vite. D'accord, merci beaucoup Philippe. J'en ai une seconde qui est arrivée aussi. C'est une fois donné le grand coup de collier pour retrouver un taux d'obsolescence ad hoc, que faut-il faire pour ne pas se retrouver 18 mois plus tard dans la même situation délétère? En fait, dès aujourd'hui, la gestion de l'obsolescence doit être un processus qui anime la DSI et qui anime les deux côtés, à la fois la production informatique et à la fois toute la partie développement. Donc, pour répondre à ta question, en fait, c'est l'important, c'est d'avoir un processus et de vérifier, la confiance ne sont pas le contrôle, et de vérifier à tous les niveaux qu'on traite bien les problématiques à la fois de patching et d'obsolescence. Donc, il faut un processus récurrent. Ok, merci beaucoup. Et comment les RSSI appréhendent-ils du coup votre approche? Ben, plutôt bien, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les RSSI ont compris, autant les RSSI avaient une vision très, oui l'obso, bon c'est pas très grave, ils se sentaient moins concernés. Aujourd'hui, quand on voit la causalité des vulnérabilités, hein, c'est l'obso, tout le monde le dit, en tout cas on est au moins trop à le dire dans cette présentation, ben, les RSSI sont en train de se dire, voilà, je dois absolument aider à combattre cette obsolescence. D'accord. Merci beaucoup pour ta présentation. Donc, si on a des questions de dernière minute, n'hésitez pas. Philippe est là pour vous. Il se tiendra aussi disponible en one-to-one, si c'est possible, je suppose, Philippe, à l'issue de ce webinaire. Moi, je voulais vraiment remercier donc Philippe, nos participants, et au plaisir de tous vous retrouver lors d'un de nos prochains événements, soit en présentiel, soit en digital.
Merci beaucoup, beaucoup et bonne journée.